si une idée n'est pas tout à fait aussi soignée qu'elle aimerait l'être, il n'est pas impossible qu'elle vole dans la tête de quelqu'un d'autre. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Hier, nous avons évoqué les choix liés à nos rêves et l'importance de sortir du choisir, c'est renoncer, pour opter pour le choisir, c'est avancer. Et quand je vous ai parlé de ça hier, je vous ai promis que je reviendrai aujourd'hui avec un épisode qui vous parle des idées, puisque hier, on a évoqué le fait que les idées, elles attendaient le bon moment pour éclore. Alors, oui, c'est probablement vrai pour certaines idées, mais parfois, il faut un petit peu se méfier. Et c'est pour ça que je voulais consacrer un second épisode à cette affaire-là, notamment en lien avec un livre extraordinaire de Elizabeth Gilbert qui s'appelle « Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre », ça c'est le sous-titre. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors d'abord, pour être clair, Elizabeth Gilbert, c'est l'autrice de Mange, prie, aime. Et Mange, prie, aime, je pense que vous avez peut-être lu le bouquin, vous avez certainement vu le film. En tout cas, vous savez que ça a été un énorme tabac et un énorme succès et que tout le monde à peu près, à moins qu'on vive au fond de la jungle, a entendu parler de ce livre ou de ce film. Et Elizabeth Gilbert, dans son essai sur la créativité, donc Comme par magie, elle nous raconte ce qui s'est passé pour elle après la rédaction et la publication de Mange, prie, aime. Donc vous savez que dans Mange, prie, aime, elle rencontre un homme. Cet homme s'appelle Felipe. Et avec Felipe, elle décide de se marier. Et au moment où elle décide de se marier avec Felipe, elle est déjà en train de lancer un nouveau projet d'écriture. Et ce nouveau projet d'écriture, à ce moment-là, c'est un roman. C'est un roman qui se passe au Brésil, dans la forêt amazonienne. Et puis, elle a commencé déjà d'inventer des personnages, d'inventer une intrigue. Enfin, elle est vraiment dans l'élaboration de ce roman. Mais au moment où, avec Felipe, ils prennent la décision de se marier, elle décide de laisser en pause ce roman-là pour se consacrer à un autre ouvrage. Elle écrit un livre en fait sur le mariage et elle a envie d'écrire ce livre parce qu'elle a envie d'aller voir un peu dans différentes cultures et sur différents continents comment ça se passe de se marier parce que entre elle et Felipe, il y a des difficultés puisque elle est américaine, lui il est australien né au Brésil et donc ça pose quelques problèmes pour pouvoir publier les bans et puis se marier. Et donc, elle décide d'écrire ce livre, cet essai en fait sur le mariage qui a été publié depuis, qui s'appelle Mes alliances, histoire d'amour et de mariage. Le roman qu'elle était en train de commencer, celui-là, elle le laisse en friche. Et en fait, un jour, elle croise une autrice qu'elle connaît un peu, qui s'appelle Ann Patchett, qui est une Américaine. Et avec Ann Patchett, elles échangent sur leur projet d'écriture, sur les choses qui sont en cours, sur qu'est-ce qui se passe pour elles, chacune d'elles. Et puis voilà, elles se quittent et puis elles se revoient quelques années plus tard. Et quand elle revoit Ann Patchett, celle-ci lui raconte qu'en fait, elle est en train de publier un livre et que ce livre se passe en Amazonie, donc au Brésil, dans la forêt amazonienne. Et elle lui parle des personnages, elle lui parle de l'intrigue. Et en fait, Elizabeth Gilbert est complètement sidérée parce que c'est son idée. C'est celle qu'elle avait laissée en friche, qu'elle n'a pas menée à bien puisqu'elle est partie sur le livre sur le mariage. Et donc, à partir de là, elle élabore une réflexion autour du fait que peut-être bien que les idées sautent d'une tête à l'autre. Elle n'en avait jamais parlé, c'est pas une histoire de plagiat, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est vraiment l'idée que ce serait peut-être important de prendre soin de nos idées, de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que si une idée n'est pas tout à fait aussi soignée qu'elle aimerait l'être, il n'est pas impossible qu'elle vole dans la tête de quelqu'un d'autre. Puis elle dit ceci, je vais essayer de vous le traduire, ou en tout cas de vous donner la substantifique moelle de ce qu'elle partage. Les idées, elles arrivent comme des visiteurs inattendus, qu'elles frappent à la porte de notre imagination, qu'elles sont légères, qu'elles sont vibrantes, qu'elles sont pleines de promesses, mais qu'elles n'appartiennent pas vraiment à la personne chez qui elles vont frapper. Et que si on ne l'accueille pas, ou alors si on la range dans un coin un peu trop longtemps,
l'idée va finir par repartir avec son petit baluchon et puis elle va aller chercher une autre personne qui serait prête à lui donner vie. Quand on hésite, quand on se détourne de notre créativité, l'inspiration, elle glisse ailleurs. Dans ma vie à moi, c'est un peu arrivé cette histoire-là. Parce qu'il y a un jour où j'ai décidé de travailler sur la figure de la vieille fille. Parce que la vieille fille, elle me paraît extrêmement intéressante. D'abord parce que dans l'acception de ce mot, j'en suis une. C'est-à-dire que je suis une femme adulte, sans enfant et sans mari, et qui est choisie de ne jamais me marier, qui est choisie de ne jamais avoir d'enfant. Et donc je vis seule dans un appartement, en plus star ultime, avec un chat. Ce mot de vieille fille, il m'a beaucoup interpellée parce que quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, ma mère me disait déjà que j'allais finir vieille fille parce que j'avais des doigts de pianiste et que mes doigts de pianiste étaient comme les doigts de mes tantes paternelles qui elles-mêmes étaient restées vieilles filles. Et ma mère donc me promettait ce funeste destin, en tout cas pour elle, puisqu'elle me disait que jamais un homme ne voudrait m'épouser, vu mes idées de liberté, d'autonomie et puis de rébellion perpétuelle vis-à-vis de ce qui se passait avec mon père, très probablement. J'ai intégré l'idée que j'allais peut-être être vieille fille. Et quand j'ai fêté mes 40 ans, je me suis retrouvée sans appart, sans homme, sans enfant, bien entendu, et avec aucune envie d'en faire, et sans boulot. J'étais en train de créer mon entreprise, donc du coup, j'étais vraiment dans une période de grande transition. Et c'était comme si j'étais en train de réaliser la prophétie de ma mère et que j'étais en train d'entrer de plein pied dans la vie qui m'attendait, exactement comme celle qu'elle m'avait promis. Et donc, je me suis beaucoup interrogée sur cette figure de la vieille fille et j'ai voulu commencer de faire du récit de vie autour de cette figure de la vieille fille et d'aller voir des personnes qui étaient d'accord de me raconter ce que c'était pour elles d'être des femmes célibataires de plus de 40 ans qui, donc, avaient, selon une idée populaire assez répandue, peut-être quelque chose comme raté leur vie puisqu'elles n'avaient pas fait d'enfants, qu'elles ne s'étaient pas mariées et qu'elles n'avaient aucune sorbetière dans leurs armoires de cuisine. Et donc ces femmes-là m'intéressaient particulièrement parce que moi je les sentais pas du tout malheureuses ni desséchées, tout au contraire. Et moi je ne me sentais pas du tout comme ça non plus, bien sûr. J'avais envie d'en savoir plus. Et donc j'avais voulu creuser cette question-là et je l'ai fait aussi en allant interroger une de mes tantes qui elle-même avait portait ce fameux stigmate de la vieille fille. Et parce que ma tante m'a partagé beaucoup de choses, mais a souhaité que ces choses-là ne soient pas publiées, j'ai abandonné cette idée et puis je suis partie sur une autre idée. Et puis quelques années plus tard, est sorti un livre absolument magnifique qui était titré « Vieille fille ». Et ce livre, c'est un essai de Marie Coq qui est publié aux éditions de La Découverte et qui parle de cette figure de la vieille fille, de ce stigmate qu'on pose sur des femmes qui n'auraient pas été mariées, avec le soupçon de n'avoir aucune activité sexuelle et en plus de vivre avec des chats et de ne pas vouloir faire d'enfants, etc., etc. Et donc, la vieille fille, dans cette vision-là, représente un échec. Et c'était exactement cet angle-là que j'avais envie de choisir, que j'avais choisi pour pouvoir traiter de ce sujet dans un bouquin autour de cette figure-là. Mais ce livre n'a jamais vu le jour, en tout cas pas chez moi. Et je crois que l'idée que j'avais en tête, un peu vexée de ne pas être traitée au sérieux, s'était mise à voler et est peut-être rentrée un jour dans l'esprit de Marie Coq. En tout cas, une chose est sûre, ce livre aussi, je vous conseille d'aller le lire si la thématique vous intéresse, parce que je crois que c'était bien que Marie Coq se saisisse de ce sujet et qu'elle en fasse un livre aussi magnifique que celui qu'elle a écrit. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire ? On apprend déjà effectivement que les idées sont vivantes et que si elles frappent à notre porte, c'est peut-être pas pour rien, mais c'est aussi très possible qu'elle ne reste pas là indéfiniment. Donc il s'agit de savoir ce qu'on va faire de cette idée. Est-ce qu'on va la traiter ? Est-ce qu'on va l'installer confortablement ? Ou est-ce qu'on va la laisser s'en aller et voler ailleurs ? Deuxième point assez important peut-être, c'est le fait de savoir que le timing compte. Si on attend le moment parfait pour donner vie à son idée, il est peut-être possible qu'elle s'en aille parce que son timing à elle n'est peut-être pas le vôtre. Parfois, il vaut peut-être mieux commencer, même si c'est imparfait, si l'idée nous porte, si l'idée nous titille et si elle a vraiment du sens pour nous, ne la laissons pas traîner trop longtemps. Il y a aussi le fait qu'une idée non utilisée, elle n'est pas perdue. Elle est peut-être perdue ou elle va peut-être s'envoler pour vous, mais elle ne sera pas perdue pour quelqu'un d'autre et elle prendra peut-être une nouvelle forme. Mais il est quand même important de s'interroger parce que si cette idée nous a choisis,
c'est peut-être pas par hasard. Peut-être que nous avons quelque chose d'unique à lui donner. Et peut-être que si l'idée qui nous a choisi, c'est un rêve, il est peut-être important de le prendre en compte et de ne pas le laisser tout de suite voler dans l'esprit d'une autre personne. Il y a aussi le fait que agir crée de la magie. Dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on entre dans une danse créative ou qu'on essaye de créer quelque chose, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et ça, c'est bien le principe de la méthode 9-3/4. On agit, on pose des actes, et c'est sur la base de ces actes que les portes s'ouvrent et que les possibles, tout à coup, émergent. D'autant plus que, dernier point que j'ai envie de partager avec vous là-dessus, il est très important d'honorer nos idées. Parce que nos idées, c'est des invités qui sont très précieuses. Et donc, c'est important de les noter. C'est important parfois de les explorer un peu, de jouer avec elles. Elles vont peut-être nous donner des pistes qui ne sont peut-être pas la première piste qu'on avait vue, mais qui est pourtant le bon chemin sur lequel on pourrait s'engager. Me reste une question pour vous. Est-ce qu'à travers tout ce que je viens de vous raconter, il y a une idée qui gratterait à votre porte ou qui émerge du fond de votre ventre et vous dites « Zut, il y avait ce truc-là. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais l'installer dans une chambre 5 étoiles? Est-ce que je vais la mettre en œuvre? Est-ce que je vais la laisser s'envoler ?» Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Alors si vous deviez faire un premier pas là, maintenant, tout de suite, ce serait lequel? Réfléchissez-y. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour la suite de ces bulles.